Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Comment voulez-vous être populaire dans une situation comme celle-là? Vous n'avez rien fait encore. Je n'accepte pas que vous riez. Je trouve quand même qu'il est courageux, le président de la Cour des comptes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'écoute? Être impopulaire, ça n'est pas grave si on fait quelque chose. Des habitants ukrainiens à nouveau désemparés face à une frappe de drones russes. Ça va pas suffisamment mal pour que ça commence à aller mieux. Il est passé loin puis a soudainement fait demi-tour et nous avons entendu une explosion. On s'est tous mis à courir. Du misérabilisme budgétaire ou un nouveau gros mensonge politique. Je suis un néophyte. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Inch'Allah. On n'arrête pas de nous dire que ça va bien se passer. Inch'Allah. On n'arrête pas de nous dire que cette fois-ci c'était la bonne. Est-ce que je peux faire un selfie parce que ma mère vous adore? Ah là là, on va parler évidemment de François Bayrou dans l'édito et sa vie, son œuvre. On va parler également de Boualem Sansal et Christophe Glaise et de ces prisonniers français en Algérie. Que faut-il attendre du régime algérien avec Arnaud Benedetti qui sera notre invité, qui est fondateur du comité de soutien international à Boualem Sansal, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. À 12h30, Philippe Béchade, économiste, rédacteur en chef des publications Agora, sera notre invité pour parler du rapport de la Cour des comptes, la France en faillite. Que faut-il attendre de François Bayrou? Ça, ce sera l'édito. Et puis, on se retrouvera à 13h avec François Martin, géopolitologue, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde, pour parler bien de ces frappes russes les plus fortes depuis le début de la guerre, plus de 500 drones sur l'Ukraine, et des coups de fil Trump-Poutine et Macron-Poutine, qui visiblement n'ont pas changé la ligne du Kremlin. Voilà, on est ensemble jusqu'à 14h, c'est Poulain sans réserve, 0826 300 300 pour le standard. Vous êtes sur Sud Radio et on va tout de suite enchaîner avec notre invité. Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour Alexis. On a eu cette semaine la confirmation du verdict pour Boualem Sansal, et puis la nouvelle aussi d'un journaliste français, Christophe Glaise, lui aussi condamné à plusieurs années de prison. Que se passe-t-il en Algérie et où en est-on aujourd'hui du soutien diplomatique, consulaire pour ces deux détenus, et particulièrement Boualem Sansal, qui est âgé, on le rappelle, malade et depuis plusieurs mois déjà détenu en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous faire un point? Le point est très simple, c'est qu'on est à 24 heures de la fête nationale algérienne et que l'on attend une hypothétique, pour l'instant, grâce du président Tebboune concernant notre ami Boualem Sansal. Dont je rappelle en effet qu'il a été condamné à 5 ans de prison ferme, confirmation du jugement de première instance mardi dernier. Ouais. Donc, on est tous tournés maintenant vers les yeux vers Alger, sachant que depuis finalement 24 heures, nous avons des signaux tout à fait contradictoires, ce qui fait que on n'y voit pas beaucoup plus clair qu'en début de semaine, mais on croise les doigts et on appelle évidemment un geste humanitaire du président algérien compte tenu de l'âge et de l'état de santé de Boualem Sansal. Ouais. Il est clair que si dimanche, malheureusement, la situation n'avait pas évolué, on se retrouverait évidemment dans un contexte particulièrement difficile qui nécessiterait en tout cas de réviser vraisemblablement la stratégie qui a été celle de la France depuis maintenant l'arrestation de Boualem le 16 novembre dernier, c'est-à-dire il y a plus de 7 mois. C'était quoi la stratégie de la France? Parce qu'on a vu d'un côté Bruno Retailleau qui se voulait ferme avec le régime algérien, et puis de l'autre côté Élysée, on était plutôt sur la concorde. Est-ce que c'était une stratégie lisible? Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde attend cette grâce présidentielle potentielle, mais quelle était la stratégie de la France en vrai? Alors, il y a eu en effet, vous avez raison de le rappeler, des divergences d'approche au sein du gouvernement entre Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, qui était pour une position de fermeté vis-à-vis de l'Algérie, et de l'autre côté, pour aller très vite, un axe entre l'Élysée et le Quai d'Orsay, ce qui est d'ailleurs normal en l'occurrence, qui prônait une retenue dans l'expression et dans l'action, en espérant que cette retenue permettrait justement à Boualem Sansal de sortir le plus rapidement possible. Donc manifestement, en tout cas, il n'est pas sorti rapidement, puisque je le rappelle, il est à 7 mois de détention, et c'est quand même la deuxième, j'allais dire, option qui a été largement privilégiée
par les autorités françaises. Il va de soi que on arrive au bout du bout de cette stratégie. Et nous, notre inquiétude, évidemment, c'est que si rien ne bougeait, en l'occurrence, ça serait évidemment de voir comment les autorités françaises vont réanalyser la situation et comment surtout elles vont mettre en place des leviers d'action qui permettront à Boualem-Sansal de pouvoir sortir le plus rapidement possible. Nous, notre crainte quand même, c'est qu'il peut y avoir peut-être une libération de Boualem-Sansal. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, évidemment, vous imaginez, puisqu'on se bat depuis 7 mois sur cet objectif, mais on précise toujours libération immédiate et sans condition. Et on ne voudrait pas, si vous voulez, qu'une libération soit assortie d'une impossibilité pour Boualem-Sansal de sortir du territoire algérien, ce qui arrive parfois, parce qu'ils ont une pratique de libération avec ce qu'ils appellent une ISTN, c'est-à-dire l'interdiction de sortie du territoire national. Et il est évident que si Boualem se retrouvait dans une situation de ce type, ça voudrait dire qu'il n'est pas libre. Il n'est pas du tout libre. Il est libre dans un pays qui lui-même n'est pas forcément libre en termes d'application de nombre de principes. Et en plus, il serait particulièrement exposé, y compris pour sa sécurité, compte tenu des multiples campagnes de presse, encore d'ailleurs celle d'hier. On a vu une presse algérienne qui s'est déchaînée contre Boualem-Sansal il y a 24 heures. Donc sa sécurité, à nos yeux, ne serait même pas garantie en Algérie. Donc, encore une fois, on est concentré sur le 5 juillet, c'est-à-dire sur la fête nationale, et on attend avec impatience ce que sera la décision du président Tebboune. Et sur le cas du journaliste Christophe Glaise, est-ce que vous avez des informations également? On a l'impression que c'est une surenchère du côté algérien de dire on va continuer comme ça d'emprisonner des ressortissants français pour bien vous faire comprendre ce qu'est la relation franco-algérienne aujourd'hui. Oui, alors est-ce que le régime algérien met en place ce qu'on appelle par ailleurs une diplomatie des otages? C'est une véritable question qu'il faut se poser. Mais moi, si vous permettez, sur ce cas où d'ailleurs le comité de soutien, dès qu'il a appris la condamnation à 7 ans de prison ferme par le tribunal de Tizi Ouzou de Christophe Glaise, le comité de soutien a immédiatement réagi en appelant et en s'associant d'ailleurs à la demande du magazine SoFoot et de RSF, de Reporters sans frontières. On a demandé, nous aussi, une libération immédiate et sans condition de Christophe Glaise. Mais ce qui est très intéressant, c'est la façon dont l'affaire, si vous voulez, concernant ce jeune journaliste, a été conduite, puisque ça a été quand même une très grande surprise d'apprendre qu'un de nos compatriotes était condamné à 7 ans de prison ferme dimanche dernier, puisque une chape de silence avait recouvert finalement cette affaire, puisque, il faut le rappeler, Christophe Glaise est placé sous contrôle judiciaire depuis le 24 mai 2024, et que son procès n'a eu lieu qu'il y a maintenant moins d'une semaine et qu'il a été condamné très lourdement à 7 ans de prison. Mais il ne s'attendait pas à cette condamnation, c'est pour ça qu'il y avait ce silence. Pas, si vous voulez, ce qui est révélateur, c'est que la stratégie de discrétion et de silence, certainement, pour le coup inspirée par le Quai d'Orsay à la famille et au magazine, n'a pas donné plus de résultats qu'elle en a donné avec Boualem-Sansal. Ce qui démontre encore une fois, lorsque le comité de soutien est parfois critiqué, mais de voce par certains responsables officiels pour finalement la mobilisation et la médiatisation qui ne cessent de mettre en place autour de Boualem-Sansal, qu'il est nécessaire d'en parler. Il est absolument nécessaire d'en parler. Il est nécessaire de faire pression sur les autorités politiques en France et en Europe pour qu'on n'oublie pas le cas à la fois de Christophe Glaise et bien évidemment aussi celui de Boualem-Sansal, d'une certaine manière, voilà, qui valide une stratégie qui est une stratégie qui doit être une stratégie de combat et de mobilisation permanente pour éviter en effet que le sépulcre de l'indifférence, voire de l'amnésie, recouvre le cas de nos deux compatriotes aujourd'hui emprisonnés dans les cachots algériens. Oui, et ces grâces présidentielles, elles sont attendues parce que c'est la coutume, parce que justement ce serait un geste important de la part du président algérien, mais avec toujours la question de la non-sortie du territoire. Oui, alors la grâce présidentielle, c'est finalement un geste présidentiel qui a lieu lors de chaque fête nationale en Algérie. Le président
signe un décret où il annonce la libération d'un certain nombre de prisonniers. À ce stade, je ne sais pas s'il l'a signé, mais si vous voulez, et c'est envoyé en règle générale à la presse algérienne, mais sans les noms d'ailleurs des prisonniers, et les prisonniers en général sont libérés de leur prison à minuit. Donc je crois que c'est entre ce soir et samedi soir que les choses peuvent se jouer pour Boualem Sansal. Encore une fois, beaucoup de rumeurs circulent depuis 48 heures avec des signaux parfois négatifs, très négatifs, voire parfois un peu plus positifs qui se contredisent. Donc pour l'instant, on est dans une situation d'attente, d'expectative, et bien évidemment, on espère que, encore une fois, Boualem pourra sortir très rapidement. Tel n'était pas le cas, et c'est bien principalement notre souci. Nous, vous savez, on est très prudent. Hein. On est très prudent. Bien sûr. On n'a pas d'excès d'optimisme, on n'a pas d'excès de confiance. Mais parce que depuis 7 mois, on est passé par des phases de ce type où on nous annonçait éventuellement un élargissement de Boualem. Et rien n'est arrivé. Donc, et en termes de contact avec Boualem Sansal, est-ce qu'il y a eu des contacts? Parce que je sais que c'était très difficile avec son avocat. Oui, est-ce que ça s'est amélioré, cette situation? Oui, alors la chance, par contre, et ça c'est un point positif, c'est que l'un des 2 avocats de Boualem Sansal, pas Maître Zimri, mais Maître Cornu-Gentil, a pu se rendre à Alger, non pas pour l'audience concernant l'appel, mais au moins pour l'énoncé du verdict. Il a pu voir Boualem en prison. Boualem, jusqu'à présent, voyait principalement ses proches et principalement sa femme de manière très épisodique. Vous savez qu'il a beaucoup bougé entre la prison et l'hôpital. Il a pu voir Maître Cornu-Gentil. Ce que l'on sait, c'est que il est plutôt, compte tenu de son âge et compte tenu de sa maladie, dans un état de forme à peu près correct, que le moral, mais ça, on n'en doutait pas, reste totalement intact et il est particulièrement combatif. D'ailleurs, moi, je tiens à souligner qu'il a été très combatif et vraiment très, très courageux lors de son procès qui n'a duré que 10 minutes et où les juges ont voulu l'amener à faire d'une certaine manière repentance, voire à procéder à des aveux pour des fautes qu'il n'a pas commises et qu'il a réfuté un à un l'ensemble des chefs d'accusation que lui font porter les autorités politiques algériennes. Merci beaucoup Arnaud Benedetti pour ce point, et puis on attend les bonnes nouvelles ce soir ou demain en croisant les doigts. Merci beaucoup. Et nous, on va se retrouver dans un instant pour l'édito. On va faire un petit point sur la vie et l'œuvre de François Bayrou. Alors restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et comme je vous le disais, un édito sur François Bayrou, un peu le dinosaure de la politique française. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est aujourd'hui que sort Jurassic World Renaissance, le monde perdu des dinosaures. Et c'est vrai, il faut rappeler François Bayrou, 50 ans de carrière, plusieurs vies, ministre, maire, élu local, écrivain, poète, troubadour, haut commissaire au plan, sosie de Richard Gere, c'est quand même pas rien. Et voilà que hier, patatras, il se prend un missile en pleine interview. Comment voulez-vous être populaire dans une situation comme celle-là? Vous n'avez rien fait encore. Donc les mesures vont être... Est-ce que vous pouvez éviter de dire des bêtises? Mais non, monsieur le Premier ministre. C'est chaud quand même. Vous n'avez rien fait encore. Et lui qui disait d'ailleurs, tant qu'on est impopulaire et qu'on fait des choses, ça passe. C'était il y a quelques mois. Être impopulaire, ça n'est pas grave si on fait quelque chose. Alors la question c'est, est-ce qu'il a fait quelque chose? Alors déjà, il a été nommé Premier ministre en décembre 2024 par Emmanuel Macron, ébloui par tant de talent. Et depuis son arrivée à Matignon, effectivement, la question se pose. Qu'est-ce qu'il a fait? À quoi il sert? Alors, à quoi sert François Bayrou? D'abord, François Bayrou, il a adopté une stratégie audacieuse. Vous savez, c'est l'inactivité créative. C'est un concept, c'est un peu comme quand vous savez, vous êtes au boulot et vous fixez l'écran de l'ordinateur comme ça en faisant croire que vous travaillez, sauf que lui, il fait ça, mais à l'échelle d'un pays. Ensuite, il fait quelques trucs quand même. 8 motions de censure. Il a survécu à 8 motions de censure en 7 mois. C'est quand même pas mal et je pense qu'il pourrait faire un tuto sur comment survivre, bien sûr, aux motions de censure avec un allié
quand même le Rassemblement national qui, bizarrement, ne vote pas les motions de censure, et ce qui fait qu'il reste Premier ministre. Alors, côté action, c'est là où, effectivement, la question se pose. Il a promis un grand plan budgétaire. C'est pour le 15 juillet, soyez prêts, après la fête nationale, on aura le plan budgétaire de François Bayrou. Sauf que pour l'instant, on a eu le conclave sur les retraites et on a beaucoup de réunions pour phosphorer. C'est un mot qu'il aime beaucoup, phosphorer. Ça veut dire réfléchir très fort sans rien décider et parler pour ne rien dire. On est un peu là-dedans. L'affaire Bétaram, quand même, ça a été un grand moment aussi de ce ministère Bayrou, de ce gouvernement. Enfin, lui, son histoire, abus dans une école catholique dans les années 90 quand il était ministre de l'Éducation. Et là, encore une fois, absence d'action. Et il y a eu un rapport parlementaire. Et Bayrou, c'est celui qui dit « je savais pas ». Alors si je savais, c'était dans la presse, mais je savais pas. Il a même fait un site, bayrou.fr, où il a mis tous les documents qui prouvent son innocence, sauf qu'il y a eu une cyberattaque. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et puis le meilleur, c'est quand même son style à Matignon, un style de vie entre dilettantisme et frugalité. Parce que oui, attention, il l'a dit, je vis frugalement, je bosse de 7h30 à minuit, pas d'apéro, pas de dîner, c'est vraiment frugal. François Bayrou, c'est l'équivalent quasi d'un moine cistercien, c'est pas un Premier ministre, on l'imagine avec sa soupe claire, une chandelle, en train de rédiger des haïkus sur la lune et le déficit public dans sa cellule de moine contemplatif. Alors voilà, est-ce qu'il a fait quelque chose, François Bayrou ? Oui, il a fait de la survie politique un art, de la rente politique également un art, de l'inaction une philosophie et de la procrastination un mode de vie. On va se rappeler les grands moments quand même de François Bayrou à Matignon avec Julien Magnéto. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Je suis un néophyte. Burger King. Burger King. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Et alors après, si vous demandez combien il y a de galaxies comme la Voie lactée dans le système solaire, là, vous en trouvez 2000 milliards, dit-on récemment. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre pour représenter les étoiles du système de notre univers. Il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. Moi, j'ai connu dans ma vie des femmes qui pesaient plus de 100 kilos. Et elles aimaient nager. L'histoire de ces selfies, c'est l'histoire de ma vie parce que quand j'étais très jeune, il y avait des jeunes filles qui venaient me voir en disant « Est-ce que je peux faire un selfie parce que je vous adore ?» Vous étiez contre le cumul des mandats ? Non, c'est pas vrai. Peut-être, j'ai oublié. Mais grand nombre de celles-là sont depuis venues me voir en disant « Est-ce que je peux faire un selfie parce que ma mère vous adore ?» Que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde. C'est comment ? Asile immigration. Voilà, c'est ça. Le pacte asile-immigration. Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il pleuvait ? Je viens de le voir, monsieur le Premier ministre. Vous serez de nouveau candidat au poste de Premier ministre, voire de président de la République ? Inch'Allah. Je n'accepte pas que vous riez. Et voilà. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Philippe Béchade, économiste, rédacteur en chef des publications Agora, pour parler bien sûr de ce rapport de la Cour des comptes. Bonjour Philippe. Bonjour Alexis. Alors, rapport de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui ne tarit pas, non pas d'éloges, mais de critiques vis-à-vis de ces gouvernements qui n'ont pas vu venir l'accumulation de la dette, une gestion calamiteuse de la dette publique avec un danger. Le FMI, une question, est-ce que à la fin de l'année, le FMI va venir redresser les comptes publics de la France ? Non. non. Ça va pas arriver, évidemment. Ça fait partie du narratif. En ce qui concerne les déficits, là, avec Moscovici, on a quand même affaire à un vrai spécialiste, puisqu'on se souvient que ministre de François Hollande, il avait été tellement mauvais et il avait tellement dégradé les comptes de la France qu'on avait été obligé de l'exfiltrer à Bruxelles pour devenir commissaire européen, puisque voilà, il illustre, et c'est une illustration parmi tant d'autres, que plus on est incompétent, plus on accède à de hautes fonctions. Quand on a craché les comptes d'un pays, eh bien, on vous upgrade pour essayer de cracher les comptes de l'Europe. C'est impressionnant, c'est vrai. Et le voilà maintenant qui donc fait des leçons en termes de maintien des comptes publics. Est-ce que la situation peut s'améliorer ? On attend bien sûr le budget de François Bayrou pour le 15 juillet, j'en parlais dans l'édito. Est-ce que la situation donc peut s'améliorer ? Est-ce qu'on peut
redresser la barre, ou est-ce que là, vraiment, on va au-devant d'une crise majeure ? On est déjà en crise, hein, mais le problème c'est que c'est un état quasi permanent et qu'on finit par s'y accoutumer. Le problème, hein, comme tout traitement, mettons un diabète ou l'alcoolisme, tout ce que vous voulez, c'est que à un moment le remède ou l'accoutumance finit par avoir des effets secondaires particulièrement dommageables. Ouais. Bon. Pour l'instant, on reste dans le confort du traitement. Le traitement consistant, je vais vous le résumer en fait en 3 mots. Dormez braves gens. Voilà, ça c'est le traitement qu'on applique à la dette depuis déjà plusieurs décennies, pas plusieurs années évidemment. Je veux pas incriminer que le gouvernement Bayrou, Barnier, Attal, Macron. Ça date de beaucoup plus longtemps. Hein. Mais là, alors pour répondre vraiment à ta question, est-ce que les choses peuvent s'améliorer ? Est-ce qu'on peut arriver à économiser 40 milliards ? L'objectif qu'on s'est fixé, c'est qu'on a besoin de 105 milliards en 4 ans, hein, c'est ce que dit Pierre Moscovici pour redresser les comptes. Alors ça, moi j'aime bien ce chiffre 105 parce que 105 c'est ce qu'on va découvrir véritablement à la fin de l'année quand on verra que les recettes fiscales une nouvelle fois n'ont pas été à la hauteur des attentes. Donc oui, il faudra peut-être réaliser 100 milliards d'économies. Économie qu'on aurait déjà d'ailleurs pu faire. Alors je vais évidemment être très très polémique, je vais faire sursauter de leur chaise plein de vrais Européens et europhiles convaincus, mais chaque année, la France est quand même de sa poche de 10 milliards dans notre participation à l'Europe. Et ce que nous, on en retire. Donc sur une décennie, oui, on a quand même claqué plus de 100 milliards, il n'y a pas de problème. Depuis 3 ans, on file entre 15, 20, 25 milliards. C'est assez difficile d'ailleurs de savoir combien on donne à l'Ukraine. Donc voilà, on donne à l'Ukraine, mais dans nos hôpitaux, les gens meurent aux urgences sur des brancards. On va devoir rajouter 30 milliards par an pour participer à l'effort de réarmement européen, 650 milliards sur 4 ans, donc facile, ça fait un peu plus de 150 milliards, enfin 160 milliards par an. Quote-part de la France, 19%. Bing, 30 milliards qui vont encore nous tomber sur le rable. Et alors on apprend également que le Sénat n'a pas trouvé dans les 1000 agences d'État et comités Théodule, n'a pas trouvé la possibilité de faire plus de 550 millions d'économies, alors qu'en année pleine, ça nous coûte plus de 100 milliards, dont je pense qu'on serait incapable de tracer 80 milliards. Qu'est-ce que ces agences produisent ? Quel est le bénéfice que le pays en retire ? Donc manifestement, les copains des sénateurs ont décroché leur téléphone en disant surtout, vous expliquez que c'est impossible d'économiser avec des agences d'État, des gens qui gagnent 2500 € par mois pour 4 heures de présence. Non, là, impossible de faire des économies. C'est le comité économique, environnemental et social, le CESE, voilà. Qui nous coûte ça pour des rapports. Voilà, il y a eu le commissariat au plan de François Bayrou, qui a été repris par Clément Beaune. Plus de 300 agences et je ne sais pas combien d'organismes d'État avec une comptabilité où, au final, impossible de savoir où va l'argent. Aujourd'hui, est-ce qu'il... Pardon, il n'y a pas d'audit, voilà. Et justement, à propos de l'audit, c'était la question, pourquoi aucun parti ne parle de faire un DOGE à la française ? DOGE, je rappelle, c'était ce Department of Government Efficiency, le département de l'efficacité gouvernementale, voulu par Elon Musk pour aller mettre le nez dans les finances publiques américaines. Pourquoi en France, on n'essaye pas, ne serait-ce que de faire un audit, d'aller chercher où va l'argent des Français ? Et pourquoi aucun parti ne défend ce programme ? Mais Alexis, mais qui est ce on ne le fait pas. Mais qui est le on ? J'ai dit, les partis, aujourd'hui, aucun parti qui ne défend ce programme.
Ou qui a ça à son programme. Et en fait, quand on voit Madame Pécresse et son mari Jean-François Copé, et qu'on voit les gens du PS, etc., tous sont d'ailleurs pratiquement sortis de la même école de l'ENA, il y a une connivence, une consanguinité totale, et en fait, que vous soyez au PS, que vous soyez aux Républicains, voire maintenant au Rassemblement national, vous voyez que tous ces gens sont exactement sur la même ligne, et que si vous commencez à faire le ménage dans les agences, vous allez vous fâcher avec des copains, pas que des copains de promo d'ailleurs, beaucoup de copains qui de temps en temps vous ont donné un coup de main. Et mais c'est pas une situation tenable. À un moment, les Français vont excusez-moi l'expression, mais péter un câble. C'est pas tenable. Il faut, à un moment, quand on dit qu'on demande des efforts aux Français, évidemment, tous doivent faire des efforts. Et particulièrement, on veut savoir où va l'argent des impôts. On veut savoir comment est utilisé cet argent. Je vois pas pourquoi il y a ce sort de déni de réel et le fait de toujours laisser couler en disant ça peut continuer, on va encore augmenter les impôts d'une manière ou d'une autre, trouver des nouvelles taxes réduire les dépenses. Alors ça, c'est vraiment très compliqué. Si on va réduire les dépenses de santé, on va réduire, là encore, on va faire en sorte que la qualité de vie des Français soit diminuée plutôt que d'aller chercher à faire des économies sur l'ADEME et d'autres organisations. On se demande effectivement à quoi elles servent. Tant qu'on aura le même personnel politique, avec le même profil d'incompétence, arrogant, voire largement corrompu, on n'en sortira pas. Et pour nous y enfermer, à l'exception de Sud Radio et de quelques autres organismes que tu connais bien, le service public et le service, je dirais presque semi-public, puisque quand vous évoquez la presse 10 milliardaires, c'est une presse ou des médias archi-subventionnés. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours le contribuable qui paye et on ne mord pas la main qui vous nourrit. Ce sont les médias qui font les candidats aux élections présidentielles. Vous avez les mêmes médias qui ne challengent jamais les gens qu'ils invitent en plateau, même s'ils débitent des âneries, des énormités. En revanche, dès que vous avez quelqu'un d'un petit peu compétent, alors là, vous avez derrière, en coulisses, des fact-checkers qui vont vérifier que vous avez donné le bon chiffre, c'est-à-dire si vous annoncez que le déficit est de 5,6, on va vous reprendre. Non, c'est 5,57, monsieur. Vous racontez n'importe quoi. On ne peut plus faire venir des gens comme vous à la télé parce que véritablement, vous maîtrisez mal vos dossiers. Et vous annoncez par contre que la France se réchauffe 2 fois plus vite que n'importe quel pays dans le monde. Et il y a environ aujourd'hui 40 pays qui se réchauffent 2 fois plus vite que les autres. Et là, il n'y a aucune objection naturellement. Oui, ça c'est assez impressionnant. On l'a vu, ce débat climatique ces derniers jours, avec la maladaptation de la climatisation. Il n'y a qu'en France qu'on a un débat quand même en plein pic de chaleur sur le fait qu'il ne faut pas utiliser la clim parce que c'est pas adapté à la canicule et que c'est dangereux. Ce mouvement, tiens, prenons, je parlais des Français qui en ont vraiment ras-le-bol. Il y a un mouvement qui est en train de monter sur les réseaux sociaux, c'est Nicolas qui paye. Nicolas, c'est le Français moyen sur lequel repose la plupart de l'impôt et qui en a marre de payer. Et ce mouvement est immédiatement taxé d'extrême droite. Est-ce que c'est d'être d'extrême droite que de vouloir savoir où va son argent ? Mais Alexis, chaque fois que tu prononces une phrase ou que tu fais une assertion qui dément le narratif officiel, tu bascules dans l'extrême droite. C'est quand même très très simple de savoir où tu es si tu ne reprends pas le narratif. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même le Rassemblement national le reprend largement, le narratif européen. Tu es dans l'extrême droite. Donc voilà, au moins comme ça, on sait déjà que le RN n'est pratiquement plus d'extrême droite. Voilà, ça c'est maintenant acquis. Donc oui, on est forcément, si on ne suit pas le narratif, si on essaye d'introduire des éléments factuels, voire à la limite de l'incontestable, alors ça c'est ce qu'il y a de pire. Donc là, si vous avancez ce genre d'événement, vous êtes non seulement d'extrême droite, mais vous êtes en plus de ça
conspirationniste, car vous avez l'outrecuidance d'apporter des éléments factuels, et là ça démontre de votre part une volonté de démentir, d'aller à contre-courant et de vous ancrer dans votre tropisme d'extrême droite, de pro-Poutine, platiste, QAnon, et je vous en passe. Simplement demander des comptes, ça crée quand même un mouvement incroyable de rejet de la part de ceux qui ont endetté la France pendant des années. On va marquer une courte pause, Philippe Béchade, et se retrouver avec vous pour parler des solutions. Est-ce qu'il en existe, et puis de voir un peu comment la France peut éviter le FMI. Vous l'avez dit, c'est pas prévu, mais on sait jamais. 0826 300 300 si vous souhaitez appeler le standard. On est sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Qu'on retrouve à l'instant, Philippe Béchade, économiste et rédacteur en chef des publications Agora, pour parler de la dette française et de ce rapport de la Cour des comptes qui explique que on est dans le rouge et que ça ne s'arrange pas. Aujourd'hui, la France, la dette est le premier poste de dépense du budget français. Pour financer la dette, on s'endette davantage et on emprunte sur les marchés internationaux à des taux qui sont plus élevés maintenant que des pays comme l'Espagne ou le Portugal. Est-ce que les agences de notation vont taper du poing sur la table prochainement ? Bon, ça, on peut s'y attendre. Maintenant, en termes de coût d'endettement, on est quasiment à parité avec l'Espagne, parce que l'Espagne a redressé ses finances depuis 2-3 ans de façon que l'on qualifierait, nous, de spectaculaire, et qui, en fait, ça résulte du fait que l'Espagne et le Portugal n'ont pas poursuivi la tarification de l'électricité d'après les mécanismes européens, ce qui fait que les particuliers espagnols, les entreprises espagnoles payent leur énergie beaucoup moins cher, redeviennent profitables. La hausse du coût de l'électricité, c'est un impôt qui ne dit pas son nom. Ouais. Impôt qui d'ailleurs arrange bien l'État français, parce que la TVA qui est assise dessus, plus le coût de l'électricité est élevé, plus les rentrées sont élevées. Et là, ça touche effectivement tout le monde, comme la CSG. Autrement dit, c'est l'État qui, grâce à des recettes sur l'énergie beaucoup plus copieuses, peut davantage redistribuer, parce que c'est ça le rôle de l'État français. C'est pas un État stratège, c'est un État redistributeur. Donc, on continue de faire de la mauvaise graisse, on continue effectivement, alors pas seulement de donner de l'argent un peu facilement à des personnes qui viennent se réfugier en France, etc. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. On donne surtout beaucoup d'argent à des personnes qui font des tâches inutiles. Si vous prenez l'hôpital, il y a 25 ans, avant qu'un certain Jean Castex propose à Jacques Chirac la tarification à l'acte, les coûts de structure d'un hôpital étaient de 5%. Alors je sais que ça grognait un petit peu dans certains services, parce qu'il y avait effectivement l'infirmier chef qui devait faire de la paperasserie, etc. et qu'il a été finalement remplacé, c'est ce qu'on dit, par un administratif. En réalité, l'infirmier chef et ses subordonnés doivent remplir encore plus de paperasse aujourd'hui pour donner du travail à ceux qui font du spreadsheet management. Donc on est passé de 5% de coût de structure à 38%. L'hôpital coûte toujours aussi cher, et je ne vais pas prendre que la période Macron, on peut remonter à la période Hollande où vous voulez. Qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien, c'est que chaque fois on dépense plus d'argent dans l'hôpital, c'est pas pour des soignants, c'est pas pour des anesthésistes, c'est pas pour des gastro-entérologues. Non,
ce sont pour des chiffrologues qui essaient d'analyser ce qui se passe depuis le brancardier jusqu'à l'opérateur IRM. Et quand on ne trouve pas pourquoi ça ne fonctionne pas à l'hôpital, il faut un nouvel audit. C'est-à-dire qu'on va faire appel à des super analystes. Les cabinets de conseil, comptables. Les fameux cabinets de conseil qui ont été aussi à l'origine de la flambée des coûts avec, là encore, ces milliards dépensés lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron envers les cabinets de conseil. Oui, c'est ça. C'est de l'argent sur lequel on a l'impression que la représentation publique, nos élus, n'ont aucune prise. C'est-à-dire que ça se prend par décret, où d'un seul coup on dit l'hôpital est dans un tel état qu'il faut d'urgence déclencher un audit qu'on va nous facturer évidemment quelques centaines de millions d'euros, voire des milliards. C'est quand même évident de comprendre qu'une structure qui, au lieu d'avoir comme objectif faciliter la vie du chef d'entreprise ou faciliter la vie de l'administré, la complique à l'excès, et on crée des strates de contrôle, de super contrôleurs. Et quand les contrôleurs sont complètement perdus face à des urgences qui ne fonctionnent plus, face à une éducation nationale qui n'enseigne plus, on fait encore appel à des auditeurs. Et je rappelle, tu le sais bien, que l'éducation nationale aujourd'hui, la masse salariale des gens qui n'enseignent pas est supérieure aux enseignants. Il n'y a qu'un seul pays dans le monde où c'est comme ça, c'est la France. Pour l'hôpital, c'est exactement pareil, et je pourrais multiplier les exemples sur les strates administratives, le millefeuille, région, département, commune, etc. On a en France, on est les champions des jobs de contrôle, d'administration. Et ça, alors là, par contre, du point de vue de l'Europe, là, on est des élèves modèles, parce que l'Europe, avec son délire normatif de tout contrôler, la France, là, elle est vraiment le bon élève. Sauf que contrôler au lieu de produire, ça coûte évidemment très très cher. Donc on est le pays le mieux contrôlé, où l'argent est le plus efficacement prélevé. Il reste plus qu'à devenir aussi efficace pour produire de la richesse. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de produire de la richesse quand on voit les délocalisations, la zone euro qui n'est pas en forte croissance et les difficultés avec le coût de l'énergie que vous rappeliez il y a quelques instants? Alors, d'où vient le problème du coût de l'énergie? On se rappelle que ça a commencé en 2021, c'est-à-dire pratiquement un an avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a commencé à voir le prix du gaz et de l'électricité connaître des pointes qu'on n'avait jamais connues. Et ça, c'est dû en partie au sabotage de notre outil de production nucléaire. Parce que quand on a commencé à voir ces pointes à 400 € le mégawatt, alors que théoriquement ça devrait sortir en dessous de 100, c'est parce que on avait pratiquement la moitié des réacteurs nucléaires en France en maintenance. Et pourquoi est-ce que l'outil nucléaire ne fonctionnait pas en France ? Ce qui fait qu'on a dû commencer à importer de l'électricité, ce qui est une aberration. Eh bien, tout simplement parce que là, par contre, c'est bien Emmanuel Macron qui, allant dans le sens des écolos qui sont dans une entreprise de sabotage de l'outil nucléaire depuis même la fin des années 90, et Dominique Voynet s'en est suffisamment vanté. Eh bien, on est arrivé à un moment où on n'avait qu'un réacteur sur deux en état de fonctionnement. Si on remontait à 75 ou 80% de capacité de production, la France serait largement excédentaire sans la moindre éolienne. Je pèse mes mots, j'ai des chiffres. Oui, mais pourquoi justement ce mix? Pourquoi il y a ce débat actuellement au sein du gouvernement sur le mix énergétique, comme il l'appelle, où il faut à la fois du nucléaire et du renouvelable, comme si on était obligé d'avoir les deux, parce qu'il faut assurer la transition, parce que le nucléaire va coûter trop cher dans les années qui viennent, parce qu'on va pas pouvoir maintenir les centrales pendant encore 50 ans. C'est quoi cette volonté de faire ce mix aujourd'hui avec le renouvelable? C'est l'Europe.
C'est une directive européenne et l'Europe, je n'apprends rien à personne. L'Europe est le jouet, le pantin de lobby, et notamment lobby éolien et lobby photovoltaïque. J'en reviens à ce que je disais sur les centrales nucléaires. Oui. Si on remontait à 75%, je dirais en moyenne de production, 80 l'hiver, on serait exportateur à nouveau vers la Suisse, vers le Royaume-Uni, ce qui était la situation au début des années 2000. On n'a pas besoin, d'un seul kilowatt d'électricité produite par de l'éolien et du photovoltaïque, et qu'on ne nous dise pas que oui, mais au moins ça c'est décarboné, puisque le nucléaire l'est. Ouais, absolument. C'est la première énergie décarbonée. C'est uniquement de l'idéologie, c'est le dogmatisme européen qui nous oblige à produire du décarboné à 4 voire 5 fois le prix de revient du nucléaire. Et je le répète, si on était à 80% de puissance réelle sur notre outil, nous exporterions de l'électricité partout, sans une éolienne, sans un panneau photovoltaïque, et en plus de ça, on doit absorber les surplus allemands et espagnols. Absolument, lors de la pause méridienne. Merci beaucoup Philippe Béchade, économiste, rédacteur en chef des publications Agora, d'avoir été avec nous pour parler de cette complexité de la dette française et de l'économie à l'arrêt. On va marquer une courte pause et se retrouver à 13h pour parler Ukraine avec François Martin, géopolitologue, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde et le temps des fractures, puisqu'il y a beaucoup d'informations depuis les frappes de la nuit et les différentes reprises diplomatiques de contact entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine et Donald Trump et Vladimir Poutine. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, François Martin, géopolitologue, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde et le temps des fractures. Bonjour. Bonjour Alexis, je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre, ça fait plaisir, voilà. De même, merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'actualité après une pause sur l'Ukraine, puisque la crise iranienne avait pris le devant de l'actualité, revient sur le devant de la scène. Cette nuit, une des frappes les plus importantes depuis le début de la guerre, plus de 550 drones et missiles russes sur l'Ukraine, de nombreux blessés et morts sont à déplorer. Une activité diplomatique intense. Emmanuel Macron a passé 2 heures au téléphone avec Vladimir Poutine. Donald Trump également s'est entretenu avec le président russe hier. Or, on voit que pour ce qui est des pourparlers de paix, tout ça semble s'éloigner de plus en plus. Quelle est la situation aujourd'hui, à la fois sur le front, mais aussi sur le front diplomatique ? Alors, je vais vous répondre, mais avant, sur la remarque concernant les frappes massives, je pense qu'il faut toujours se rappeler la différence entre les frappes russes qui sont dirigées directement et en général sur les sites militaires ou bien sur les sites énergétiques. Là, on voit qu'il y a 25 morts. Alors, on dit massive, un tir israélien sur un café a fait 80 morts. Donc, oui, on n'est pas c'est dans quotidien. le même registre. Bien sûr. C'est important de le préciser parce que on a tendance à dire que la Russie, on sait très bien que en fait la Russie tape très peu sur les civils. Ça, c'est important de le redresser. Mais bon, pour répondre à votre question, je dirais que si on met ça dans le contexte, et je pense que c'est toujours important de le dire, ce à quoi on assiste, c'est à l'assassinat progressif du proxy par son sponsor. C'est ça qu'on voit depuis le début, en fait. Moi, je dis depuis très longtemps que la Russie et les États-Unis ont un intérêt stratégique de rapprochement. D'une part, parce que Trump, même si des fois il fait pas mal de choses pour le cacher, est quand même l'instigateur et le patron d'un mouvement MAGA. Et MAGA, ça veut dire Make America Great Again, c'est-à-dire on s'occupe de l'Amérique et on s'occupe pas des guerres, de la lessiveuse, comme dit Kennedy Jr., etc., etc. Donc,
son intérêt, c'est d'arrêter les guerres et de se rapprocher et de faire du commerce. Et c'est aussi l'intérêt des Russes, parce que les Russes n'ont pas intérêt, s'il y a une conflagration entre les États-Unis et la Chine, d'être entraînés obligatoirement dans le maelstrom côté iranien. Donc, c'est une opportunité pour lui aussi. Donc, c'est ça qui a motivé le fait qu'ils se sont rapprochés, qu'ils se sont parlé, qu'ils se parlent régulièrement, etc. Et je dis que Trump a été assez malin pour présenter, disons, pour réduire, c'est assez incroyable d'ailleurs quand on y réfléchit, une situation qui est purement géopolitique, la ramener à une situation locale. C'est-à-dire que l'instigateur du conflit, c'est quand même lui. Enfin, c'est quand même les États-Unis qui, dans le cadre... 2014, c'était avant son mandat, hein, on va parler du Maïdan. Oui, bien sûr, les origines on est tout à fait d'accord, avant son mandat. Mais maintenant, il en arrive à dire à Zelensky et à essayer de faire le monsieur bons offices entre Trump, entre Zelensky et Poutine en disant... Poutine fait n'importe quoi, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, alors qu'il est lui-même le sponsor et le financeur de l'un des deux. Donc, il y a quand même un changement de présentation des choses qui est, je dirais, une façon pour Trump de changer la façon des choses qui est assez remarquable. Donc, mais il y a quand même, Donald Trump a été fait progressivement pour trahir le proxy ukrainien. Alors, oui, mais justement, c'est la critique qui est faite vis-à-vis de Trump. Lui disait, en 24 heures, moi je vais le résoudre, ce conflit. On voit qu'il peine à arriver à une solution d'accord de paix, et pourtant il a essayé. Il a reçu Zelensky à la Maison-Blanche, on se rappelle de cette scène. Il a essayé de faire en sorte qu'il y ait des accords de paix et des discussions qui soient engagées. Or là, il y avait presque un aveu d'échec en disant oui, c'est vrai, j'ai pas réussi en 24 heures et là, ça devient compliqué avec le risque que, effectivement, les États-Unis se désintéressent totalement du dossier et laissent le dossier aux Européens. Mais c'est l'objectif de toute façon. Je dirais pas qu'il a du mal et que c'est difficile. Je dirais que l'objectif aujourd'hui, dans le cadre de ce rapprochement qui est, à mon avis, inéluctable parce qu'il correspond stratégiquement autant aux intérêts des Russes qu'aux intérêts des Américains, l'important pour les États-Unis, c'est de sauver la face de Trump pour qu'il n'ait pas l'air de celui qui brade tout, alors que de toute façon, il n'a pas les cartes ni sur le plan militaire, ni sur le plan stratégique, il maîtrise pas l'hypersonique. De toute façon, il sait qu'il faudra qu'il donne tout. Donc l'important, c'est qu'il donne pas du grain à moudre à ses ennemis qui vont lui dire tu es un traître, tu as tout lâché, etc. Alors qu'il lâchera tout au bout du compte. On le sait depuis le début, puisque les Russes tiennent tous les éléments du dossier. Donc, je dis depuis longtemps que dans ce dossier, il n'a pas de bâton, il a que des carottes. Alors, les carottes, c'est très bien, c'est intéressant, mais c'est intéressant une fois que le conflit est fini. Donc, au début, on a essayé de faire pression sur Poutine en disant ah ben oui, t'acceptes pas un cessez-le-feu, alors que Poutine avait dit depuis des années qu'il s'était fait couillonner par les accords de Minsk et qu'il voulait pas de cessez-le-feu avant la paix. Le cessez-le-feu, c'est après et pas avant. On a essayé de monter une campagne contre lui, comme si on espérait pouvoir obtenir de Poutine quelque chose par la pression diplomatique et médiatique à l'Ouest. Ça n'avait aucune chance de marcher. Donc, pour moi, c'était même quelque chose qui ne servait qu'à une chose, c'est à sauver la face des Occidentaux, aussi bien des Européens que des Américains, pour dire, voyez, on se bat, on veut obtenir quelque chose, on se laisse pas faire. Enfin, c'est pour moi, dès le début, cette affaire est largement une affaire de posture à l'Ouest. Mais est-ce que ça veut dire, par rapport à cette posture, est-ce que ça veut dire que dans les chancelleries, on sait que là, c'est très mauvais pour l'Ukraine, la situation est de plus en plus dégradée, mais on ne veut pas le dire, et parce que qu'est-ce qu'on attend en fait? Davantage d'armes, des livraisons, une offensive ukrainienne cet été.
Pourquoi personne ne dit, bon là, ça commence à devenir extrêmement délicat pour les troupes ukrainiennes, la population ukrainienne, 1 million d'hommes ukrainiens qui ont été tués ou mutilés. Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ? On attend, c'est toujours l'intérêt de la posture. Je dirais qu'on attend 2 choses. Et là, il faut différencier les Occidentaux européens et les Occidentaux américains, si on peut dire. Du point de vue des Américains, comme je l'ai dit, je pense que Trump veut qu'on lui sauve la face. C'est pour ça que par ailleurs, il fait du MAGA, il fait du grandiose, il fait etc. Pour que, je dirais, non pas transformer la défaite en victoire, mais faire en sorte d'assumer la défaite sans assumer la honte de la défaite. Comme le général de Gaulle a fait avec ses colonies. Alors, c'est la liberté avec la France ou contre la France, Et tout le monde dit oui, papa, oui, papa. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bazardé l'héritage. Bon, mais il n'a pas assumé la honte de la défaite. Mais il a assumé la défaite et c'est passé. Et ben là, Trump essaye de faire la même chose. Ça, c'est la stratégie Trump, à mon avis. La stratégie européenne, elle est différente. Là, on a affaire à des gens qui sont des progressistes, qui détestent profondément aussi bien Trump d'un côté que Poutine de l'autre. Donc, ils se trouvent au sein d'une guerre entre progressisme et conservatisme, dans lequel ils sont les alliés de ceux aux États-Unis qui viennent de se faire casser la figure par Trump au moment des élections présidentielles. Je dirais qu'ils ont fait le choix de leurs anciens alliés et ils espèrent qu'en mettant des croche-pattes à Trump, ils vont arriver à le faire tomber ou à le couler. Je pense que c'est ça la stratégie. Alors là-dedans, et je vais finir là, Macron essaye d'être un peu plus subtil, ou bien il chante sur la Palestine quand il a vu que ça commençait à devenir que la Palestine était incontournable. Il a dit il n'a pas dit vive la Palestine, mais il faut sauver les Palestiniens. Puis maintenant qu'il a eu l'impression que sur le dossier iranien, les États-Unis avaient le dessus, ce qui en fait n'est pas le cas, mais il a eu l'impression. Après, maintenant, il revient en arrière et il annule. Et là, il s'est dit je peux pas rester contre Poutine dans cette situation maximaliste, donc je vais aller lui faire la causette. Après lui avoir demandé pardon pour m'être moqué de lui. Eh bien, on va marquer une courte pause et parler dans un instant avec vous, François Martin, justement de la position diplomatique de la France dans ce conflit en Ukraine et de l'Union européenne, avec bien sûr ce coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec François Martin, géopolitologue autour de l'Ukraine, un basculement du monde et le temps des fractures, pour parler bien sûr de ce conflit en Ukraine. Avant la pause, on parlait de ce coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. 2 heures qu'ils ont passées au téléphone, qu'ont-ils bien pu se dire ? Je dirais que Macron, s'il pouvait passer 2 heures avec les Martiens au moment où ils arrivent sur Terre, il le ferait et il s'arrangerait pour essayer d'être le premier. Donc, je dirais que il doit besoin médiatiquement d'exister autant et d'autant plus qu'il n'existe pas en réalité ni sur le plan intérieur ni sur le plan international. Donc, je dirais que la démarche de Macron me paraît Vous pensez que la diplomatie française aujourd'hui, elle est effacée de tous les dossiers urgents, que ce soit la Palestine, l'Iran ou l'Ukraine? Totalement. Où est-ce qu'on compte? Alors pourquoi est-ce que Poutine le prend? Parce que malgré tout, la France est membre du Conseil de sécurité, est une puissance nucléaire, donc on peut pas, être fâché avec la France définitivement, d'une part, et puis d'autre part, c'est toujours l'objectif de Poutine de laisser les portes ouvertes et des ponts avec l'Ouest, parce que c'est un Européen, on oublie toujours ça. C'est pas parce qu'il s'est mis du côté de la Chine aujourd'hui, parce qu'il faisait face à un conflit
contre l'Occident global, je dirais que pour autant, il ne pense pas toujours à revenir dans la mesure du possible. Et son objectif, au bout du compte, c'est de lever les sanctions et puis d'aller refaire du commerce avec les puissances occidentales. Donc, il le fait. Mais justement, là-dessus, les sanctions, on a l'impression que du côté des États-Unis, Trump ne veut plus entendre parler de sanctions. Il veut accélérer la reprise des relations économiques et diplomatiques avec la Russie. Du côté des Européens, 18e paquet de sanctions, et on continue avec la flotte fantôme des navires pétroliers, avec les sanctions qui s'accumulent, le prix de l'énergie qui continue d'augmenter. Quel est l'intérêt aujourd'hui des Européens de continuer ces sanctions? Est-ce qu'elles sont efficaces finalement, ou bien est-ce que là il y a une erreur stratégique? À mon avis, elle n'a aucun sens sur le plan géopolitique. Le sens de l'histoire, c'est bien celui que Trump essaye de monter maladroitement, je dirais, mais essaye de construire en arrêtant cette guerre. Par contre, dans un sens, je dirais, géoculturel, c'est-à-dire dans le cadre d'une guerre intestine entre démocrates et conservateurs américains, le fait qu'ils jouent le jeu des démocrates fait que cette opposition à Trump a un sens. Ils font pas ça contre la Russie, ils font ça contre Trump. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre, à mon avis. Parce que s'ils regardaient la Russie, bien entendu, c'est à eux, ils seraient d'ailleurs malins de se précipiter à Moscou dès qu'ils peuvent pour griller la politesse à Trump. Parce que Trump, ce qu'il cherche, là, il commence avec Zelensky, je t'aime et puis je t'aime plus, il le met dehors, après je t'aime quand même, après j'interromps en mars les livraisons, et puis je les remets, puis maintenant j'interromps, et puis maintenant j'ai plus d'armes, et puis ça va se terminer, j'ai plus rien du tout, et je t'aime plus du tout. Et à ce moment-là, Zelensky va tomber en quelques semaines. Et ça va se terminer, à un moment donné, il va dire, on vous interrompt la couverture satellitaire, et parce que vous pensez que sans les États-Unis, l'Europe seule ne peut pas soutenir l'effort de guerre ukrainien? C'est impossible? Impossible, totalement impossible. Totalement impossible. On n'a pas les moyens. Économiquement parlant, on n'a pas les moyens. Sur le plan des armes, on n'a pas les moyens. Sur le plan des finances, on n'a pas les moyens. Et on ne va pas envoyer des soldats sur place. Donc, pour moi, c'est de la posture, vrai que... et puis c'est une façon d'essayer de solidifier. Vous remarquerez que ceux qui sont les plus pushing, pour employer ce mot anglais dans cette affaire, c'est ceux qui sont les plus mal élus. C'est-à-dire le français, l'anglais, l'allemand. C'est ceux-là qui poussent. Ils ont besoin d'hystériser leur population dans la mesure du possible pour essayer de conserver leur pouvoir. Ça sert aussi à ça. Et ce n'est pas la moindre de leur motivation, à mon avis. D'ailleurs, Emmanuel Macron, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et Merz, le chancelier allemand, vont faire une réunion des pays volontaires le 10 juillet, ils l'ont annoncé aujourd'hui à Londres, pour assurer les capacités de combat à l'Ukraine. Donc ils continuent sur cette ligne-là. Les pays volontaires, c'est seulement ces trois pays, France, Allemagne et Grande-Bretagne? Et de plus en plus, ça va être ça. Et comme vous voyez, on pratique-le en même temps parce que on va parler 2 heures avec Poutine. Alors je suppose que c'est pas 2 heures pour lui dire espèce de salopard, je te déteste, etc. C'est pour lui parler de l'Iran également, mais certainement évidemment de l'Ukraine. Parce que le communiqué français, semble-t-il, a insisté sur l'Iran le comité russe, lui, semble-t-il, a insisté plutôt sur l'Ukraine. Donc, c'est bien pour parler de l'Ukraine. Je pense que la situation de l'Ukraine, aujourd'hui, ne fait plus aucun doute pour personne. Surtout au moment où il est manifeste que les Occidentaux n'ont plus les patriotes et où les Américains essayent de se concentrer pour livrer ce qu'ils peuvent encore et qui n'a pas été détruit pour le conserver pour leur allié israélien. Donc, pour moi, on assiste en direct au sacrifice de Zelensky, quand même. C'est ça pour vous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment une fin de partie pour Zelensky, c'est ce que vous pensez?
Alors je le pense depuis longtemps. Je pense qu'il n'a pas d'avenir géopolitique dans sa guerre. Il n'avait aucune chance de la gagner depuis longtemps. On s'est trompé sur le type de guerre que font les Russes, parce que moi, c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre, L'Ukraine, un basculement du monde, parce que dès le début, et d'ailleurs André m'avait reçu et je lui avais dit on va perdre cette guerre. Et il m'avait dit pourquoi. J'ai dit il y a deux choses. La première, c'est que les Russes, il y avait Jacques Beau qui était là aussi, les Russes tirent 10 fois plus que les Ukrainiens. Quand les Ukrainiens tirent 4000 obus par jour, les Russes en tirent 40 000. Donc, c'était Tyson contre un petit gringalet de 18 ans. Et de. Ben justement, c'est pour ça que les pays de l'OTAN sont venus en aide, que l'UE est arrivée, les États-Unis aussi, pour essayer de faire en sorte que les Ukrainiens aient des capacités. Et ça a marché. Enfin, la conquête russe des territoires a pris plus de temps que prévu, on peut dire quand même. Bien sûr. Alors ça, c'est l'autre raison, à mon avis, c'est que si vous voulez... D'abord, la méthode russe n'est pas une méthode de blitzkrieg, on oublie toujours ça. Ce sont des gens qui jouent aux échecs. Ils ont utilisé la méthode d'attrition. Alors, je vais utiliser une image qui est un peu drôle. On m'a raconté une fois que quand les hérissons rentrent dans les poulaillers pour attraper les poules, ils les attrapent par le croupion et ils les bouffent, ils les aspirent de l'intérieur. Et on retrouve au matin la peau, les os et les plumes. Alors c'est horrible. C'est horrible, alors, effectivement. J'ai vérifié pour savoir si c'était vrai. Je ne savais pas que les hérissons étaient de tels psychopathes. C'est monstrueux. Vous me changez totalement l'image du hérisson là. Moi je trouvais que c'était mignon là. C'est des vampires. C'est monstrueux. Alors voilà. Alors j'ai vérifié pour savoir si c'était vrai ou faux. Et j'ai vu que les rats avaient coutume de faire ça, mais ils parlaient pas des hérissons. Ah, vous me rassurez. Si les rats le font, vous me rassurez. C'est possible que les hérissons le fassent. Mais non, pas les hérissons. Enfin, non, impossible. Enfin, c'est pour dire que c'est ça la méthode russe. Ouais. C'est de bouffer, ils bouffent l'Occident, regardez. Épuiser les ressources, épuiser les économies, mais quand même, côté russe, Vladimir Poutine a annoncé il y a quelques jours que il va baisser les dépenses en matière de défense à partir de l'année prochaine. Qu'est-ce que ça signifie, cette déclaration ? Je pense qu'il considère qu'il est au bout de l'affaire et que cette année, ça sera finalisé. D'ailleurs, si Trump est en train de dire qu'il veut plus envoyer d'armes parce qu'il les envoie sur le Moyen-Orient, ça veut dire qu'il liquide le truc. Donc, et au le moment venu, Poutine dira écoutez, ce que je vous avais demandé au début, finalement, ça a mis un peu plus de temps, mais je vous avais dit je voulais les 4 oblasts, je voulais la Crimée, je voulais la démilitarisation, je voulais la dénazification et la confirmation que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Quand on me donnera ces conditions, j'accepterai de discuter. Ouais, mais c'est bien ce qui fait que ça dure. Et entre-temps, il y aurait eu quand même quelques centaines de milliers de morts, malheureusement. On va marquer une courte pause et revenir avec vous pour parler de ce conflit tragique en Ukraine avec vous, François Martin. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Notre invité, François Martin, géopolitologue, auteur de L'Ukraine, un basculement du monde, pour parler bien sûr de cette guerre en Ukraine. On parlait bien sûr du prix humain et maintenant des discussions de paix difficiles mais engagées, visiblement. Une question néanmoins sur l'OTAN. On a vu le sommet de l'OTAN à La Haye il y a quelques jours avec là encore, une victoire diplomatique de Trump qui a été reçue comme l'empereur. Tout était fait pour qu'il soit heureux. Et lui était heureux de demander 5% de dépenses de défense aux pays européens qui ont accepté, alors même que beaucoup de ces pays qui sont comme la France dans une situation économique délicate, endettés, et vont avoir du mal de trouver ces milliards supplémentaires nécessaires pour arriver aux 5% de l'OTAN. Alors, c'était atroce de voir ça. Moi, en tant que Français, mon cœur a saigné en voyant ça. Tous ces pays qui se sont dit, comme je l'ai dit, on va jouer sur nos anciennes alliances démocrates dans le dos de Trump pour l'embêter, etc., etc. Au moment où on voit que Trump a réussi, je dirais, à organiser les choses progressivement pour mettre en scène la trahison de son propre proxy, donc que la guerre est perdue, à ce moment-là,
on baisse la tête, on lui dit Trump, alors oui, c'est toi, t'es le grand chef, Daddy, comme dit c'est terrible. Le secrétaire général de l'OTAN. Daddy, non mais c'était gênant. Alors, ceci dit, moi, je crois pas beaucoup au fait qu'on va effectivement développer au-delà des, je dirais, des intentions, je le crois pas. Parce que et je suis pas sûr que mon idée est partagée par tout le monde, mais je le crois pas. Je vois pas comment stratégiquement Trump peut arriver à un moment donné à dire je me suis réconcilié totalement avec la Russie, les affaires sont finies, et à convaincre tous ceux qui, dans son camp et ses financiers, étaient ceux qui gagnaient beaucoup d'argent sur la guerre, et il leur a dit vous gagnerez encore plus d'argent avec la paix, donc on ira investir, etc. Donc il lui faut véritablement une vraie paix, que en même temps il dira aux Européens c'est la menace, vous n'avez pas le droit, il faut vous armer, etc., etc. C'est l'ennemi. Ça tiendra pas à terme. On comprend très bien. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il a un os à ronger qui doit donner à ces lobbies militaro-industriels et qui leur dit je vais aller botter les fesses de tous ces petits crétins européens pour que vous puissiez ensuite les bourrer d'armes. C'est ça qu'il veut faire. Mais une fois que ça sera fait dans le temps, l'OTAN tiendra pas. Mais Trump avait déjà dit qu'il n'en voulait pas, l'OTAN. Il le dit depuis des années. Donc ça va tomber. Oui, mais ça a changé. Macron disait aussi que l'OTAN était en mort cérébrale en 2018. Tout ça a beaucoup changé depuis 2020. L'OTAN n'était pas en mort cérébrale. Elle attendait son client suivant. Elle est finie, le client, comment ça s'appelle l'ancienne guerre Afghanistan, l'Afghan, elle attendait l'ouverture de la nouvelle boutique qui s'appelait Zelensky. Donc l'OTAN n'était pas du tout en mort cérébrale, je ne l'ai jamais pensé une seconde. Par contre, je pense que Trump, dans la stratégie de Trump, qui vise à faire du commerce, à partir d'une puissance américaine restaurée, avec son industrie, etc., ce qui ne sera pas facile à faire. Il n'a pas besoin de l'OTAN. Je pense qu'une des choses qu'il déteste le plus, c'est les milliers de militaires et de généraux galonnés qui s'engraissent sans jamais faire la guerre. Il flanquera ça par terre. Pourtant, il a augmenté son budget militaire, mais un jour il va le diminuer. J'en suis certain. C'est pas le cas. Aujourd'hui, les États-Unis sont loin devant en termes de dépenses militaires. Ils sont vraiment. Tout à fait. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et il y a quand même. Il aura fait la paix partout. Parce que aujourd'hui, on se fait aspirer par la poule occidentale se fait manger par le hérisson russe. Mais je vois arriver le nouveau hérisson iranien. On n'a pas le temps d'en parler, mais si vous on aura le temps, bien sûr. Ça, c'est exactement la même stratégie. Oui. Alors, mais avant de passer à l'Iran, on a vu Mark Rutte, le patron de l'OTAN, qui agite le spectre d'une attaque russe sous 5 ans, où la Russie serait en capacité d'attaquer un pays membre de l'OTAN. Sur quelle réalité se basent ces déclarations ? Alexis, et qui de vous, de moi ou de n'importe qui peut déjà dire ce qui va se passer la semaine prochaine ? Personne. Mais l'OTAN, visiblement. On va dire ce qui va se passer dans 5 ans. Qui va dire ça ? Donc, c'est de la posture, encore une fois. Je dirais que dans la politique, il y a toujours 50% de posture. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a 90%. Alors, voilà. Au-delà de la posture, il y a quand même le retour des mines antipersonnelles sur le territoire européen. L'Ukraine, c'est l'équivalent d'un pays en termes de mètres carrés qui a été miné sur le territoire ukrainien. L'Ukraine qui sort d'ailleurs des traités, alors que c'est interdit en période de guerre, qui a reçu des mines américaines, la Pologne qui aussi a déposé des mines, et tous les pays frontaliers avec la Russie qui sont en train de miner la frontière aussi. Qu'est-ce que ça signifie, ce retour des mines antipersonnelles ? Est-ce qu'on est en train de faire un nouveau rideau de fer en Europe ? Écoutez, c'est une folie totale. Je ne connaissais pas ce détail sur les mines particulières, mais c'est une folie totale. Je veux dire, tout le monde sait que la Russie est européenne et nous le sommes aussi. Il y a toujours la question de dire c'est l'Eurasie. Retourner un jour en Russie et faire en sorte que la Russie travaille avec nous,
je dirais, c'est autant dans la nature des choses que de faire en sorte qu'un jour, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest se rejoignent. Enfin, ça n'a pas de sens. Oui, mais visiblement, ça n'a pas de sens. Ça va prendre beaucoup de temps puisque on a toujours cette coalition des volontaires qui veut continuer de cette façon-là. L'OTAN qui veut continuer de cette façon-là puisque la menace russe permet de pousser les Européens à s'armer davantage, à dépenser davantage en termes d'armement. Est-ce qu'il n'y a pas là un basculement où les Européens voient finalement une menace existentielle dans la défaite en Ukraine ? Non, je pense pas. Par contre, alors il y a une autre chose dont en général on ne parle pas et qui, à mon avis, on devrait animer beaucoup plus. Moi, je suis persuadé que Zelensky est persuadé qu'il n'a pas d'avenir géopolitique, qu'il n'a pas d'avenir politique et qu'il n'a pas d'avenir militaire. Par contre, il a un grand avenir mafieux. Ça, c'est certain. Mais pourquoi vous dites ça ? On dit que 50% de l'aide est détournée. Moi, je serais Zelensky, si la guerre peut durer 3 mois de plus ou 6 mois de plus, je continuerai, même si j'ai pas d'intérêt, même si je peux pas espérer m'en sortir. Et je suis persuadé, j'ai fait du commerce pendant 40 ans, donc j'ai pas vendu des armes, moi j'ai vendu des produits alimentaires, et je sais comment ça se passe dans les armes, c'est un des domaines où les commissions sont les plus importantes. Oui. Et quand vous avez des commissions, vous avez des rétro-commissions, forcément, parce qu'une partie de l'argent remonte. Je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de ces dirigeants ou de leurs proches ou de sociétés dans lesquelles ils sont ou avec lesquelles ils travaillent, etc., où tout le monde se fait énormément d'argent avec ça. C'est ce que Kennedy Junior appelle la lessiveuse. Ouais. Donc, et celui qui alimente la lessiveuse et qui en est en même temps le directeur commercial en chef, c'est Zelensky. Oui, il est aidé quand même par Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, qui veut 800 milliards de dépenses en matière de défense, qui promet toujours plus de milliards de la part des Européens pour l'Ukraine, sans aucun contrôle. Là encore, une question, Zelensky qui disait « j'ai pas reçu l'intégralité de l'aide », et de l'autre côté, un Donald Trump qui ne cherche pas à savoir où est passée la part manquante. C'est étonnant quand même. Oui, c'est la part. Je dirais c'est tout l'aspect noir où moi j'ai travaillé le pays que j'ai voyagé où j'ai voyagé le plus dans mes 40 ans, c'est le Nigeria. Donc j'ai vu, je peux vous dire, toutes les saloperies possibles et imaginables et le pire du pire, c'est les questions financières et la corruption. Donc voilà. Donc personne, aucun journaliste d'investigation n'a véritablement fait un travail. Enfin, moi, j'ai fait un chapitre de mon livre sur la corruption, mais j'ai vu personne vraiment étudier cette face noire du dossier. Pourtant, il y a des affaires qui sortent, bien sûr, parce que l'Ukraine était un des pays les plus corrompus en Europe avant le déclenchement de ce conflit, et les problèmes de corruption sont toujours là. On a vu des hauts responsables qui ont été démis de leurs fonctions parce que cette corruption continue, et c'est vrai que c'est un sujet qui est traité, mais pas au premier plan. Pas assez. Et la guerre, comme on le sait, est un pays qui appauvrit 95% des gens et qui enrichit, c'est ce qui enrichit le plus et le plus vite la petite nomenclatura qui est au pouvoir et autour du pouvoir. C'est bien connu, ça. Donc je pense que cet élément joue beaucoup dans la poursuite de la guerre. Je dirais que tant que Zelensky peut espérer tirer de l'argent, ou aux États-Unis ou en Europe, il va continuer, les oligarques vont le suivre, et le jour où le robinet européen sera fermé, soit parce qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui seront dit c'est plus la peine de continuer, ou parce que les peuples vont les pousser en leur disant si vous continuez comme ça, on vous fout dehors. Ce jour-là, Zelensky a intérêt à prendre sa brosse à dents et son billet d'avion et à foutre le camp vite fait avant que les oligarques qui sont autour de lui n'aillent le vendre aux Russes en leur promettant qu'ils lui livrent dans une petite valise. Bon, pour le moment, c'est pas le cas, effectivement, mais il y a toujours cette question du cessez-le-feu. Aujourd'hui, un cessez-le-feu n'est pas envisageable. Non, parce que Poutine n'en veut pas, tout simplement. On a essayé de le pousser à faire un cessez-le-feu, mais si le cessez-le-feu, ça sert à ce que son adversaire se réarme purement et simplement pour faire durer le plaisir, comme ça a été fait en 2014 et en 2015, il n'acceptera pas. Donc lui, il ira jusqu'au bout de ses options, et si en face il n'y a personne qui discute et qui veut discuter, il continuera jusqu'à Odessa.
Et il l'a dit très clairement. Donc lui, je dirais qu'il a son bulldozer, il est aux commandes de son truc, il avance de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres par jour, en essayant de pas trop gaspiller ses forces. Et puis il est sûr de son coup. Encore une fois, en face, il y a pas de bâton. Où ils sont les bâtons? Mais justement, oui. Pourquoi il n'y a pas de bâton? Pourquoi les États-Unis jouent à soutenir et puis ne pas soutenir l'Ukraine? Quel est l'intérêt immédiat en fait? C'est parce qu'ils sont passés à autre chose. Aujourd'hui, ils se sont dit on a fait suffisamment d'argent. Ils sont passés à autre chose parce qu'on est comme je reviens à l'histoire du hérisson. Ils sont passés à autre chose parce qu'il n'y a plus d'armes. Il n'y a plus de patriotes. Il n'y a plus d'armes à livrer. Voilà, c'est ça le problème. Eux, en face, les Russes ont une industrie qui est une industrie nationale, qui fabrique des choses pas chères et tout ce qu'il faut avec très peu, avec un échantillon. Moi, je suis pas un spécialiste du militaire, mais quand on écoute les militaires avec un échantillonnage qui est assez limité, donc facile à corriger, facile à réparer, etc. Et en face, c'est complètement disparate avec des missiles américains, des français, des chars allemands, etc. Une coalition avec à chaque fois il faut des centaines et des centaines d'ateliers de type pour réparer ci ou ça. L'Ukraine peut pas gagner avec ça. Aujourd'hui, c'est ça, bien sûr. Alors beaucoup de déclarations et c'est pour ça qu'on cherche quand même un cessez-le-feu. Ouais. On va marquer une courte pause et se retrouver pour la fin de l'émission pour parler de l'Iran justement, qui est l'autre dossier important qui fait qu'il y a ce rapprochement aussi stratégique entre les États-Unis et la Russie. Et on va reprendre les questions avec vous, François Martin. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. François Martin, notre invité, géopolitologue, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde. Alors, il y a encore beaucoup d'annonces aujourd'hui, à la fois un coup de téléphone entre Trump et Zelensky qui est attendu, Macron qui a parlé à Trump également, des annonces sur la Russie qui explique que visiblement rien ne sera obtenu par la voie diplomatique. Est-ce qu'il y a une accélération là vraiment ces derniers jours? Y a-t-il eu un changement aussi sur la ligne de front pour qu'on en arrive à ces coups de fil de partout entre les leaders internationaux? Oui, je crois que votre remarque est juste. Je pense que tout le monde sent qu'on arrive à la fin. Et surtout, je pense que les Américains ont montré, enfin ils montrent, qu'ils ont plus de quoi tenir les deux conflits, le conflit du Moyen-Orient et le conflit ukrainien en même temps, parce qu'ils n'ont pas assez d'armes en particulier. Ils ont besoin de se recentrer. Donc là, Trump a aussi, je dirais, une raison stratégique pour expliquer à ses soutiens intérieurs et à ses adversaires également de l'intérieur pourquoi il est obligé de liquider l'Ukraine. Ce que je pense qui a été son objectif depuis le début et chercher, comme je l'ai dit, des façons de le faire en se sauvant la face. Et je pense que c'est ça l'objectif. Donc tout le monde sent qu'on arrive au bout. Les Russes mettent le paquet dans la perspective peut-être d'une grande offensive cet été. On est en train de couper les soutiens et les armes à Zelensky. S'il n'a plus de patriotes, il peut plus rien protéger. Un patriote, ça coûte quand même 4 millions d'euros le missile. Donc c'est extrêmement cher. Les Allemands, Merz a expliqué que les Allemands étaient prêts à acheter quand même. Le chancelier allemand a annoncé aujourd'hui que les Allemands étaient prêts à acheter des patriotes aux Américains pour les fournir ensuite aux Ukrainiens, quand même. Oui, mais le problème, c'est que les Américains eux-mêmes n'en ont pas assez pour eux-mêmes et pour Israël. Et Israël vient de se faire, le dôme de fer vient de se faire défoncer complètement par l'Iran, et on va en parler. Et aujourd'hui, s'ils ont besoin de refaire le dôme de fer, d'abord ça va prendre du temps, et puis surtout il faut des missiles. Et aujourd'hui, l'Occident n'est pas organisé
pour faire fabriquer des armes très sophistiquées en grande quantité. On a en face de nous, aussi bien en Russie qu'en Iran, des gens qui utilisent et qui fabriquent les armes dont ils ont besoin en énorme quantité et à prix bas. Et nous, dans ce genre de guerre, on n'est pas équipés. C'est ça notre problème. Ouais, on a misé sur la haute technologie plutôt que sur la quantité, voilà. La qualité plutôt que la quantité. On a misé sur des entreprises privées. Donc des entreprises privées pour pouvoir leur dire fabriquez, allez-y, investissez, faites des lignes fabriquées en grosse quantité, décuplez les lignes. Il faut pouvoir leur dire on vous garantit 10 ans de guerre. C'est compliqué. Avec un cahier des charges, et eux ils disent attendez, écrivez-le nous. Voilà. L'OTAN est un peu là pour ça, effectivement. Alors sur l'Iran, on a vu effectivement ces derniers jours l'attaque préventive israélienne contre les installations nucléaires iraniennes, avec toujours cette idée que l'Iran était à quelques jours, quelques semaines, quelques heures de la bombe nucléaire. Quelques minutes même, absolument, et ça depuis 1993. Réponse de l'Iran, évidemment, avec une salve de missiles. Guerre des 12 jours, Donald Trump qui siffle la fin des hostilités en envoyant les bombardiers B-2 avec des bombes anti-bunker pour, là encore, cibler les installations nucléaires qui avaient été visiblement vidées des contenus radioactifs, puisqu'il n'y a pas eu de hausse de radioactivité dans les sites bombardés. Est-ce que c'était du théâtre? Est-ce qu'à un moment, les deux co-belligérants se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens de continuer? Et là, encore une fois, quel est le rôle de Donald Trump dans ce dossier iranien? Alors, c'était tout à fait du théâtre, à mon avis. Je pense que l'attaque de Netanyahou du départ n'était pas du tout du théâtre. Elle n'était pas motivée par l'inquiétude d'un danger iranien, parce que tout le monde sait depuis des années que l'Iran n'a pas de programme militaire. Et là-dedans, ils en veulent beaucoup à Grossi d'avoir essayer de faire croire que, tout en essayant de se justifier après en disant bah non, en fait pas du tout, et à mon avis Grossi s'est fusillé complètement, mais disons que Netanyahou, à mon avis, l'a fait pour deux raisons. La première, c'est qu'il est dans un système d'une pyramide de Ponzi politique, et comme il est en train de perdre militairement sur le dossier de Gaza, puisque les militaires ont reconnu eux-mêmes qu'ils étaient au bout du processus militaire, en juin, ils ont perdu 20 soldats. Donc, ils ne peuvent pas avoir 20 soldats tous les mois, et puis 75% des 800 km de tunnels n'ont pas été trouvés. Et je rappelle que 40% des soldats du contingent qui sont censés aller à Gaza, le samedi soir, ne rejoignent pas leur baraquement. 40%. Donc, la situation de l'armée de Tsahal est catastrophique. Donc, d'où les bombardements aussi. Une pyramide de Ponzi politique. On va trouver un autre truc. Et l'autre chose dont on parle pas, mais je pense qu'il est très importante, c'est que Netanyahou s'est rendu compte qu'il était en train de se faire zelenskiser. C'est-à-dire que Trump était en train de chercher un accord politique séparé avec ses adversaires. Et après, il leur a dit, bah, t'es incapable de résoudre ton problème, t'as plus les cartes, je paye plus. Donc, il y avait une entreprise de délégitimation diplomatique et politique de Netanyahou qui était organisée par Trump. C'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas un débat, la même chose avec les Houthis. Est-ce qu'il n'y a pas un débat aussi au sein de l'appareil d'État américain sur la question redondante du changement de régime en Iran? L'idée de Netanyahou, c'était aussi de provoquer et d'accélérer ce changement de régime en montrant que aujourd'hui les mollahs n'étaient pas en position de force et qu'il suffisait de pas grand-chose pour refaire ce qu'avaient fait les États-Unis en Irak, par exemple. Bien sûr qu'il y avait ça, mais c'est du rêve. Et je pense que Netanyahou le savait parfaitement aussi. Pourquoi c'est du rêve? Parce que ce régime a 6000 ans d'âge, enfin pas le régime, mais le régime, non, il date des années 80. Mais, ce pays immense, extrêmement ancien, extrêmement fier, extrêmement nationaliste, qui a eu une guerre de 8 ans contre l'Irak, à la demande des États-Unis, qu'ils ont gagné, qui n'est pas un régime des mollahs, contrairement à ce qu'on pense et qu'on dit, mais qui est un régime des Pasdaran, puisque les Pasdaran tiennent tout le commerce, ils tiennent toute l'armée. Ce sont eux qui organisent le marché noir, ce sont eux qui se font
qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Donc, ils ont une couverture, je dirais, religieuse et diplomatique avec les mollahs, mais les vrais patrons, c'est les Pazaran. Donc, tout ça, c'est extrêmement solide. Le pays a 90 millions d'habitants. La ville de Téhéran a 15 millions d'habitants. Ils ont les 40 000 missiles qui sont disséminés de partout sur tout le territoire. Ils ont les constructions des missiles qui sont faites en sous-sol, dans des usines qui sont en sous-sol. Comment on peut espérer dire qu'on va flanquer ce pays par terre en 15 jours? Il faut vraiment, je dirais, être ou occidental ou mangé par la propagande sioniste ou stupide pour penser ça. Par contre, je pense que le régime israélien, si on regarde, lui, il est véritablement en danger. Alors, la carrière politique de Netanyahou, parce que le régime, l'État israélien n'est pas en danger. C'est la carrière politique de Netanyahou qui est en danger. C'est l'État israélien qui est en danger. Regardez ce qui se passe sur le plan international. Regardez, il est recherché par le tribunal pénal international. C'est vrai. Pays est en ruine économiquement. Tous les sites importants ont été touchés. Absolument, absolument. On aurait encore des heures à discuter évidemment de cette situation au Proche-Orient. Merci beaucoup François Martin, géopolitologue, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde, d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, retrouvez Brigitte Lahaie pour parler de comment bien vieillir dans sa sexualité quand on est un homme. Est-ce qu'il faut apprendre à faire l'amour autrement et comment plutôt que la guerre, hein? Voilà, allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.